Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut concerner tout le monde. Comment un simple désaccord peut se transformer en un véritable litige. Et surtout, on va plonger au cœur du rôle, mais alors vraiment crucial, de la preuve dans le système juridique français. Imaginez la scène, c'est du vécu pour beaucoup, non? Un client qui, disons, oublie de payer sa facture, ou le voisin qui teste sa nouvelle sono à 3 heures du matin. Bref, le conflit est là, il éclate, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? C'est exactement la question à laquelle on va répondre. Alors, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on va voir comment une petite étincelle peut devenir un véritable incendie. Je veux dire, comment un incident devient un litige. Ensuite, on explorera les pistes pour tenter de régler ça à l'amiable. Après, on plonge dans le cœur du réacteur, la preuve. C'est quoi, comment ça marche, et surtout, qui doit se démener pour la trouver. Allez, on attaque tout de suite. Donc, première étape, de l'incident au litige. Faut bien comprendre que tout part de là. On n'est pas encore au tribunal, on ne parle même pas d'avocat. Non. Tout commence avec un événement, un seul, qui va tout déclencher. Alors concrètement, comment on passe d'une simple prise de tête à un vrai litige juridique? Eh bien, il y a en gros 3 ingrédients à réunir. Le premier, c'est ce qu'on appelle le fait générateur. C'est l'étincelle, justement, l'événement qui met le feu aux poudres. On reprend notre exemple, le client qui ne paie pas. Ça, c'est le fait générateur. Deuxième ingrédient, il faut des parties avec des prétentions, c'est-à-dire une personne qui réclame quelque chose et une autre qui dit non. Et enfin, le troisième, un peu plus technique, la qualification juridique. C'est le moment où on met une étiquette légale sur le problème pour savoir quelles règles du jeu s'appliquent. Et une fois que tout ça est en place, on se retrouve un peu comme dans une arène, avec des rôles bien précis. D'un côté, on a le demandeur, c'est lui qui attaque, qui lance la procédure en faisant une demande. Et de l'autre côté, on a le défendeur, celui qui est sur la défensive, qui doit répondre et se protéger. C'est vraiment ce face-à-face qui est le moteur de toute l'affaire. Mais attention, hein, qui dit litige ne dit pas forcément tribunal, procès et tout le tralala. Heureusement, il y a d'autres chemins. Et c'est justement notre deuxième partie, les fameuses voies de l'accord. Et ça, c'est un point super important. Le tribunal, ce n'est vraiment pas toujours la première porte à laquelle frapper. D'ailleurs, la loi elle-même nous pousse de plus en plus à essayer de régler les choses à l'amiable. Parfois, c'est même obligatoire. C'est le cas par exemple pour les petits litiges, ceux de moins de 5 000 €, ou pour les éternels conflits de voisinage. Alors, pour trouver cet accord, on a principalement 3 grandes options. D'abord, la conciliation. Le gros avantage, c'est que c'est gratuit. Un conciliateur intervient pour aider les deux camps à renouer le dialogue et à trouver eux-mêmes une solution. Ensuite, la médiation. Là, ça peut devenir payant. Le médiateur va un peu plus loin, il propose carrément une solution. Et enfin, troisième voie, l'arbitrage. Ça, c'est un peu une justice privée et donc payante. L'arbitre n'est pas là pour proposer, il est là pour décider. Il rend une sentence qui s'impose aux deux parties. C'est une solution très utilisée dans le monde des affaires parce que c'est souvent bien plus rapide. Bon, mais si malgré tout ça, impossible de se mettre d'accord, eh bien là, on change de dimension. On entre dans le dur. Et on aborde notre troisième partie, la preuve. C'est très clairement le nerf de la guerre judiciaire. Alors attention, il y a preuve et preuve. Elles ne jouent pas du tout dans la même catégorie. Le droit fait une distinction vraiment fondamentale. D'un côté, on a la preuve parfaite. Ça, c'est le chaos technique, l'argument massu que le juge est obligé de prendre en compte. Et de l'autre, la preuve imparfaite. Ça, c'est plus comme un indice, un coup bien placé mais pas décisif. Ça aide à convaincre le juge, mais il reste totalement libre de l'interpréter. Et croyez-moi, savoir faire la différence entre les deux, ça peut absolument tout changer. Ok, mais concrètement, c'est quoi une preuve parfaite? Eh bien, pensez aux documents qui ont un certain poids, un certain formalisme. Par exemple, un acte authentique, le genre de papier qu'on signe chez le notaire. Ou alors un contrat bien carré, bien signé. La preuve électronique, si elle est bien certifiée, peut aussi jouer dans cette cour. Et puis, il y a le roi des preuves, l'aveu. Quand l'adversaire reconnaît lui-même le fait, là, c'est quasi imparable. Et les preuves imparfaites alors? Là, on va trouver les témoignages, utiles, bien sûr, mais toujours un peu subjectifs. On a aussi ce qu'on appelle les présomptions de l'homme. Le nom est un peu barbare, mais l'idée est simple. C'est quand le juge, un peu comme un détective, utilise un faisceau d'indices pour en déduire un fait. Et puis, il y a le fameux commencement de preuve par écrit. Un simple email, un SMS. Ce n'est pas un contrat formel, mais ça montre qu'il y a eu quelque chose. Prises une par une, elles sont un peu légères, mais accumulées, elles peuvent former un dossier très convaincant. Bon, maintenant qu'on a fait l'inventaire de la boîte à outils, la question c'est comment on s'en sert? Quel outil pour quelle situation? C'est notre quatrième partie. Prouver, d'accord, mais comment et quoi?
Et là, il y a une distinction absolument fondamentale à comprendre. D'un côté, l'acte juridique. En gros, c'est quand on fait quelque chose volontairement pour créer des effets de droit. L'exemple type, signer un contrat. De l'autre côté, on a le fait juridique. Là, c'est un événement dont les conséquences juridiques n'ont pas été recherchées. L'exemple classique, un accident de la route. La clé de tout, c'est l'intention. Alors, pourquoi on s'embête avec cette distinction? Parce que ça change tout en matière de preuve. Pour un acte juridique, un truc intentionnel, réfléchi, la loi est super exigeante. Elle va demander en principe une preuve parfaite. Le plus souvent, un écrit. Logique, non? Par contre, pour un fait juridique, un événement imprévu, la loi est beaucoup plus souple. La preuve est dite libre. Ça veut dire que tous les moyens sont bons pour convaincre le juge. Mais attention, il y a une grosse exception. Et elle est liée à un chiffre qu'il faut absolument retenir. 1 500 €. En dessous de ce montant, même pour un acte juridique, la preuve redevient libre. Fini la tyrannie de l'écrit. C'est une règle hyper pratique qui simplifie la vie pour tous les petits contrats du quotidien. Ok, on arrive maintenant à la toute dernière pièce du puzzle, mais c'est peut-être la plus importante. La question qui tue, au final, qui doit prouver? Eh bien, le principe de base est d'une simplicité biblique. C'est à celui qui réclame quelque chose de le prouver. C'est le fameux principe de la charge de la preuve. Si on va devant un juge en affirmant « il me doit de l'argent », c'est à soi de le démontrer. Le juge ne va pas faire l'enquête à notre place. Sans preuve, la demande, même si elle est juste, tombe à l'eau. Mais ce serait trop simple s'il n'y avait pas d'exception. Parfois, la loi décide de donner un coup de main en retournant la situation. C'est le rôle des présomptions. La présomption simple, la loi suppose qu'une chose est vraie et c'est à l'autre de prouver que c'est faux. La charge de la preuve est inversée. Et puis, il y a la présomption irréfractable. Là, c'est un mur. La loi dit c'est comme ça et aucune preuve contraire n'est possible. Dans les deux cas, on voit bien que le fardeau de la preuve a complètement changé d'épaule. Finalement, tout ce qu'on vient de voir peut se résumer en une seule phrase. Une phrase un peu dure, mais terriblement vraie en droit. Ce qui ne peut pas être prouvé n'existe pas. Ça veut dire qu'on peut avoir raison sur le fond, 1000 fois raison, mais si on n'a aucune preuve pour le démontrer, eh bien aux yeux de la justice, notre droit n'existe tout simplement pas. Et ça nous amène à une dernière question très actuelle. Dans notre monde tout numérique, rempli de captures d'écran, de messages instantanés, d'emails, est-ce que finalement la preuve est devenue plus facile à trouver ou au contraire, est-ce que c'est devenu un vrai casse-tête pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux? La question est posée, merci d'avoir suivi cette analyse.